Bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous pour la 4e rencontre organisée dans le cadre de ce cycle Musique, la Philharmonie au Collège de France. Merci une nouvelle fois au Collège et à ses équipes pour cette programmation commune qui met en relation des artistes liés à la Philharmonie de Paris et des professeurs du Collège de France. Ce soir, autour du thème discours littéraire et discours musical, une discussion qui va interroger la notion même de discours, la question du sens, de l'interprétation, du rythme et du tempo, des relations entre littérature et musique au-delà des mots. Et ce sont bien nos deux invités du soir qui nous ont inspiré cet échange. Merci à vous donc, Sonia Wider-Atherton, musicienne, violoncelliste, concertiste, formée à Paris puis à Moscou au début des années 80. Vous avez créé nombre d'œuvres de compositeurs contemporains, notamment Pascal Dussapin, pour ne citer que lui, qui était avec nous ici le mois dernier. Nous vous connaissons aussi bien sûr pour votre collaboration au long cours et qui a pris des formes diverses avec Chantal Akerman, et pour imaginer, pour créer sur scène comme au disque, de véritables projets, des propositions artistiques, notamment, j'en cite quelques-unes seulement, Carnet de là-bas avec Clément Cogitor, Les Arbres, Requiem avec André Markovitch, Les Odyssées pour violoncelle et chœur imaginaire, Danse nocturne avec Charlotte Rampling autour de textes de Sylvia Plath, ou encore D'Est en musique, que vous aviez conçu avec Chantal Akerman en 2005 et que vous avez recréé à la Philharmonie la saison dernière, la Philharmonie où vous donnerez Or, Lumière les 31 mars et 1er avril prochains autour des Leçons de ténèbres de François Couperin. Nous en parlerons un peu plus tard. William Marx, vous êtes ici bien sûr titulaire de la chaire de littérature comparée au pluriel. Vous y défendez une approche faite à la fois de plaisir et d'objectivation de toutes les littératures, dans leur diversité linguistique, mais aussi culturelle et anthropologique. Je renvoie bien entendu à votre leçon inaugurale, Vivre dans la bibliothèque du monde, prononcée ici en 2020. Je rappelle également que vous avez édité le cours de poétique de Paul Valéry. Parmi vos nombreux essais littéraires, publiés pour la plupart aux éditions de Minuit, nous pouvons citer Naissance de la critique moderne, la littérature selon Eliot et Valéry, L'adieu à la littérature, histoire d'une dévalorisation, Le tombeau d'Édipe pour une tragédie sans tragique, ou encore Des étoiles nouvelles, quand la littérature découvre le monde, mais aussi, bien sûr, et là aux Équateurs, Un été avec Don Quichotte. J'ajoute que vous êtes le professeur référent de ce cycle, et pour cause, connu ici comme étant l'un des plus mélomanes des professeurs. J'indique d'ailleurs que vous étiez venu la saison passée à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la série des Grands Témoins, et que l'on peut retrouver votre conférence musicale intitulée Mon ami Schubert sur le site Philharmonie Live. Alors commençons donc avec cette question du discours. Qu'entend-on ici par discours? Sonia Wider-Atherton, en exergue de votre biographie sur votre site, nous pouvons lire entre guillemets « La musique raconte une histoire. Le violoncelle a été mon premier outil de conteuse ». Pouvez-vous développer un peu cette approche, cette intention qui est la vôtre? Je pense que je me souviens très précisément du moment où j'ai choisi de jouer du violoncelle, et c'était pas vraiment un choix, c'était comme avoir été happée par quelque chose. Et j'étais donc en train de jouer avec mes copains de classe, j'avais 9-10 ans, et j'ai mis un disque sur une platine, j'ai entendu un son, et j'ai été vraiment happée, hypnotisée. Et ce son, donc, je crois que souvent dans le début, le tout début des choses, on a beaucoup d'explications pour ce qui va se passer après. Ça n'est pas un répertoire, comme souvent on entend, ça n'est pas le rêve de jouer le concerto de Schumann, ça n'est pas même les suites de Bach, c'est un son. Un son dont aujourd'hui, je pense qu'à l'époque je ne pouvais pas le dire, mais aujourd'hui je pourrais dire, je
crois que j'ai ressenti que je pouvais, avec ce son, raconter une histoire. Il y avait quelque chose dedans, dans cette gravité, dans cette profondeur. J'ai dit, je veux jouer de ça, je veux apprendre ça. Et donc, ça a été, c'est comme ça que ça a commencé. Au-delà de la question de la voix et que le violoncelle est proche de la voix, il y a ça sans doute. Mais cette histoire, enfin, cette intention de raconter une histoire, elle est au-delà de ça même, non? Oui, elle est au-delà ou avant. Et je crois que dans ce son, dans un son, il y a tout un monde. Je crois que je voyais, alors c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, donc je le partage avec vous, mais j'ai été à la chapelle Rothko voir les dernières toiles de Rothko, et au début, dans la pénombre, je voyais une couleur comme ça et pas beaucoup plus des taches. Et puis, je suis restée un long moment et j'ai commencé à apercevoir tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que les traces du pinceau, j'avais l'impression de voir des nuages, quelque chose qui tombait vers le sol, d'autres choses qui remontaient. Et je me suis dit, au fond, dans un son, il y a tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui jouent et vous reconnaissez leur son immédiatement? On est au-delà de bien jouer, c'est vraiment quelque chose où il y a un récit, il y a contenu dans ce son tout un univers qui permet aux gens qui écoutent d'être au-delà d'un enchaînement de notes et de phrases, mais quelque chose qui veut vous faire partir. William Marx, pour vous, comment résonne-t-elle cette question du discours, de l'histoire, du récit, y compris au-delà des mots et du texte? J'ai été très ému par ce que vient de dire Sonia Wider-Atherton. Et je dois dire qu'en fait, quand j'avais réfléchi à cette question du discours littéraire et discours musical au titre de cette discussion que nous avons, j'avais d'abord pensé à la question de la narration, justement, à la question du conte. Et il me semble qu'effectivement, le musicien, la musicienne essaie de raconter quelque chose de la même manière que l'écrivain conte quelque chose, raconte une histoire. Mais peu à peu, en réfléchissant avec vous, je me suis dit que la chose était peut-être un peu trop restrictive, en vérité. Et qu'il me semble que la question du discours littéraire et musical, ce qui les rassemble au bout du compte, c'est aussi la question, de manière un peu paradoxale, du silence. C'est-à-dire la manière dont les œuvres résonnent en nous. Sonia en parlait à l'instant, il y a quelque chose qui s'inscrit en nous au moment où après qu'on a entendu l'œuvre. Et il me semble que cette résonance-là, c'est-à-dire la création par les œuvres, soit littéraires, soit musicales, de ce que moi j'appellerais volontiers une image mentale, c'est quelque chose qui est commun à ces deux arts, comme du reste aux autres arts, certes, sauf que ces deux arts sont des arts du temps. Et dans le temps, il y a à la fois la plénitude des mots, la plénitude des notes, mais aussi, à un moment, l'arrêt et le silence. Et je repensais à cela en lisant ce texte, très beau texte de Proust, Journée de lecture, où il parle en fait du silence qu'il y a à l'intérieur des phrases. Et il rapporte ce silence au silence du chantre à l'église ou bien à la synagogue qui se tait avant de... c'est une allusion qui annonce d'autres choses, mais qui se tait avant de donner la voix à quelqu'un d'autre. Juste pour citer deux phrases. Bien plus, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne, écrit Proust, entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités, dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée inviolé, remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Et Proust prend l'exemple de l'évangile de Saint-Luc avec ces deux points qui interrompent à un moment avant un cantique. Et il y a une lecture à haute voix et le chantre qui va chanter un psaume ou un cantique. Et ce silence-là, ce silence avant la musique ou après la musique, ou avant les paroles ou après la parole, je crois qu'il est le silence de la résonance. C'est une résonance qui fait aussi partie de nos discours à nous deux, en quelque sorte.
Alors, peut-être pour poursuivre, justement, et aller aussi sur la question du sens et donner un peu de matière sonore et musicale à cette discussion, je vous propose justement que nous écoutions un extrait de votre album Chant juif, Sonia, né du travail que vous aviez réalisé pour le film Histoire d'Amérique de Chantal Akerman à la fin des années 80. Vous êtes allé chercher du côté des chants juifs liturgiques. Vous les avez cherchés, trouvés, travaillés, transcrits, arrangés, enregistrés. Il n'y a plus la voix, il n'y a pas de texte, et pourtant, ça reste des chants. Et pourtant, il y a encore du sens. Est-ce que vous voulez nous en parler avant qu'on écoute, ou est-ce qu'on fait l'inverse? C'est comme vous voulez. Oui, je vais répondre. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant le sens, les mots ou pas de mots. Parce que là, ça va être un bon exemple, ou des exemples que je pourrais vous donner pour entrer dans le concret, par exemple. Si je prends le début de la sonate de Brahms en mi mineur, le violoncelle chante une phrase, le piano est en contretemps, il scande le chant qui fait ta, di, da, da, et le piano fait ça tout le temps. Alors, c'est une image. Est-ce que le violoncelle se bat avec ça, qui n'est pas sur les temps, mais qui est entre, ou est-ce qu'il en profite, ça l'aide? Comment est-ce quelle est l'histoire qu'on va raconter? Mais c'est comme, en fait, il n'y a jamais une histoire avec un début, un milieu, une fin, c'est comme des éclats d'histoire. Et ou d'imaginer, par exemple, je pense à des pizzicato dans une sonate de Prokofiev. On ne va pas raconter toute une histoire, mais si on dit « mets ton pouce comme ça », bon, ça va sonner mieux. Plus fort, encore plus fort, ça va sonner encore mieux. Mais si on dit « jette des morceaux de viande crue au public », et là, ça va sonner, quelque chose va se passer dans le corps qui va faire que les pizzas vont sonner comme jamais. Donc c'est cette transformation où l'image, c'est pour ça que je dis c'est des éclats d'histoire. Moi je sens ça comme ça dans la musique. C'est pour ça qu'en fait les mots ne me manquent jamais, parce que, et même quand il y a des mots, c'est des éclats de ces mots qui viennent habiter le son. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'éclats. Et donc pour arriver, pardon, j'ai fait tout un tour, mais pour arriver au chant juif, l'idée c'est que c'est une prière. Donc en fait, la prière, je n'ai pas besoin des mots, ces mots-là pour prier. Par contre, je vais trouver le rythme de la prière, le rythme de ces millions de petites nuances dans une seule nuance. Et donc là, ce qu'on va écouter, c'est Chanson.
William Marx, peut-être je vous laisse. Ah oui, alors quand même, je cite, pardon, je n'ai pas cité qu'au piano, c'est Daria Ovora. William Marx, peut-être pour rebondir à la fois, bon, peut-être à ce qu'on vient d'entendre et ce que disait Sonia juste avant sur cette question finalement de est-ce que vraiment la question c'est la présence des mots ou pas, peut-être qu'on est déjà au-delà de ça finalement. Alors là, on est dans une histoire qui est racontée, effectivement, et avec quelque chose qui rapproche cela de la littérature, à savoir que musique et littérature sont deux arts du temps. Hein, et donc on est porté vers l'avant, et on essaie d'aller vers la fin, comme dans tout récit. Mais vous me posiez la question plutôt sur les... Sur cette question finalement des mots et de la musique, et peut-être que là vous pouvez aussi nous rappeler en fait un petit peu, enfin en version courte, mais finalement ces discussions-là et cette place du sens et du sens musical ou du sens du texte, et de comment tout ça s'est marié finalement de manière aussi différente selon les époques et selon de quelle littérature on parle. C'est une question qui a eu effectivement une longue histoire et qui surtout où tout s'est noué au bout du compte au XIXe siècle. Disons que le grand avant, on était plutôt dans une sorte de parangonnage de la littérature avec les arts plastiques. Et au XIXe siècle, avec sans doute l'évolution de la musique, c'est-à-dire qu'il y a eu une musique qui a essayé de parler à l'âme et de dire les sentiments les plus forts, la musique est devenue le modèle même de toute littérature et de tout art. L'écrivain anglais, l'essayiste anglais Walter Pate disait tous les arts aspirent à la condition de la musique. Et au bout du compte, ça a été une sorte d'idéal à peu près inaccessible qui a été donné aux écrivains, à savoir comment arriver à refaire de la musique à l'intérieur même des mots. C'était le projet de Stéphane Mallarmé, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'agissait de reprendre à la musique son bien. Donc il s'agissait de transporter dans la littérature, dans les vers, dans la poésie, quelque chose qui, au bout du compte, appartient à un autre art, et qui est quoi? Qui est quelque chose qui est avant les mots, au-delà des mots et au-delà du concept. Et c'est ça qui s'est vraiment noué et qui est devenu absolument crucial au XIXe siècle, en particulier avec un philosophe comme Schopenhauer, qui voyait dans la musique, en fait, le régime même de l'esprit et de l'être au monde des êtres humains. Il disait quelque chose d'assez... Enfin, Schopenhauer a vraiment été une influence absolument considérable dans toute l'histoire de la pensée littéraire et artistique du XIXe siècle européen. Il disait que la musique était avant, au-delà des concepts, de la même manière que les concepts étaient au-delà des choses. C'est-à-dire que les concepts sont une généralisation des choses, du monde, mais la musique elle-même est une généralisation de la généralisation. Elle nous fait entrer dans ce qui est l'essence même de l'esprit, c'est-à-dire la volonté et notre existence. Et il y a là quelque chose qui a été une sorte d'idéal absolument inaccessible, qui s'est présenté aux écrivains et qu'ils ont essayé de transporter. Et il y a avec une sorte de complexe d'infériorité gigantesque dans la façon dont les écrivains ont conçu leur propre art. J'ai écrit un livre sur l'adieu à la littérature où les écrivains, précisément, à un moment, certains écrivains, en tout cas certains poètes, arrêtent d'écrire, disent mais c'est pourquoi écrire alors que tant de choses nous sont impossibles à faire, en particulier par les musiciens. Et l'exemple de Richard Wagner avec son œuvre d'art totale, Gesamtkunstwerk, qui essaie qui arrive à faire un art qui transporte les foules, le public, avec une force, une vigueur à laquelle aucun écrivain n'avait jamais pu atteindre jusque-là, est un exemple. L'exemple de Wagner est un exemple absolument désespérant pour plein d'auteurs. Mais donc il y a eu ce combat de la littérature et de la musique, et l'idée de retrouver, d'aller chercher un bien impossible à atteindre. Et ce que vous nous rappeliez aussi juste avant, parce que
Pour autant, Sonia Wider-Atherton, vous allez aussi souvent puiser dans les textes. Donc c'est bien aussi pour ça que c'est important de dire qu'il n'y a pas d'un côté les mots, le discours textuel et de l'autre côté la musique. Je crois qu'on commence à bien le comprendre. Mais ce que vous nous disiez aussi juste avant, parce qu'on parlait de la tragédie et des chants juifs, et vous nous rappeliez que là, vous disiez, finalement, les chants juifs, on a la musique sans les mots. Et la tragédie, aujourd'hui, on a les mots sans la musique qui l'accompagnait originellement. On n'avait pas les mots dans les chants juifs joués par Sonia, mais on avait le timbre de ce violoncelle extraordinaire. Nietzsche, lui-même, le grand lecteur de Schopenhauer, disait qu'au bout du compte, l'inverse, avoir la musique, avoir les mots sans la musique, c'est comme avoir quelque chose, c'est un verre à moitié vide. Il pensait à la tragédie grecque. De la tragédie grecque, nous n'avons pas la musique. Or, toutes ces œuvres étaient des œuvres musicales, comme celle de Wagner. Et que pouvons-nous comprendre à ces œuvres antiques si nous n'avons pas la musique qui a été composée par Sophocle, par Échille, par Euripide? Parce que Euripide, Sophocle et Échille étaient aussi des compositeurs, ce qu'on oublie totalement. Et donc, il y a là quelque chose qui nous manque et qui nous empêche de comprendre même l'essence de la tragédie que recherche Nietzsche. Et donc, c'est pour ça que ça ne me gêne pas d'avoir des chants sans paroles, comme l'avait fait Mendelssohn au bout du compte, parce qu'on a peut-être l'essentiel au bout du compte. Oui, mais je voudrais vous raconter quelque chose par rapport à la tragédie, qui est je déplace un tout petit peu, mais je pense que c'est quand même très lié. La première fois que j'ai eu l'expérience de vraiment la tragédie, c'était à travers Georges Apergis, le compositeur que vous connaissez, dont la présence vient de terminer tout un festival autour de lui. J'ai entendu le dernier concert. Et il y a un des moments extrêmement forts pour moi que j'ai vécu à travers Georges quand il a écrit une pièce pour moi. Et puis on discutait, il faut connaître, Georges est aussi un conteur, quelqu'un qui n'est pas... Il est dans la recherche tout le temps, il parle très doucement, et il n'explique pas beaucoup. Et puis à un moment, et cette pièce qui m'a écrite commence dans l'extrême aigu, plus aigu encore qu'il est possible de jouer aigu sur un violoncelle, fortissimo. Et puis il a dit, oui, mais toi... Alors je dis, mais vraiment comme ça, enfin, on était en train de le travailler. Il dit, oui, mais parce que tu es une tragédienne. Et il dit, oui. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu es ça. C'est-à-dire que quand tu joues ça, c'est une tragédie. Quand tu as fini, c'est fini. Parce que la tragédie, ça n'est pas psychologique, il a dit. Et pour moi, ça m'a ouvert un chemin qui était très différent de tout ce que j'avais vécu avec la Russie, avec la volonté, avec le romantisme, avec tout ce travail-là. Et tout d'un coup, j'arrivais à travers lui dans ce que c'était. Alors, je suis un peu intimidée devant vous de parler de ça comme ça, mais c'est ce que j'ai vraiment expérimenté, c'est-à-dire de parler non pas en histoire qui est en train de se raconter, mais d'un état dans lequel on est presque enfermé. C'est ça qu'il voulait dire. Longtemps, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que c'était? Quand tu as fini, c'est fini. Mais quand je te demande de jouer, c'est une tragédie. Il me disait, c'est pour ça que je dis que tu es une tragédienne, tu peux faire ça, toi. Et du coup, dans beaucoup des œuvres que Georges Apergis m'a écrites, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a le moment où je crie, c'est un état de tragédie, et après, il y a tous les fourmillements de la vie qui continuent. Et ça, voilà, je veux pas... Mais on est en plein dedans parce que c'est un état, précisément. Et oui, tout à fait, mais c'est tout à fait nietzschéen ce que vous racontez. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans le dionysiaque, et c'est exactement cela qui, d'après Nietzsche, je crois que Nietzsche a raison sur plein de points. Effectivement, la tragédie est là pour nous mettre dans un état qui est un état de coïncidence avec le drame même de l'existence, dans lequel on est presque enfermé. Un abysse, un abîme, totalement. Mais une fois que c'est terminé, voilà, alors on parlerait de catharsis, mais il y a quelque chose qui a eu lieu. Mais ce qui a eu lieu a été extrêmement important, et on ne peut pas faire que ça n'ait pas eu lieu. Et nous a physiquement remué. C'est tout. Oui. Et dans le jeu voilà, alors là, ça rentre complètement dans ce que le récit quand
Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié et qui revient régulièrement dans mon jeu. Quand je parlais de tout ce qui rentre dans un son, ce moment avec Georges Apergis et ce travail là-dessus revient tout le temps. C'est-à-dire que c'est encore une autre sensation. Parce que quand même, jouer... Alors, je pense qu'aussi dans la poésie, il y a le corps, mais dans le jeu, un interprète, son corps joue. Le corps, hein, on en parle, et dans l'enseignement, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas juste des bras qui font des gestes, c'est un corps. Et là, c'est en ça d'ailleurs, les rencontres avec certains compositeurs vous amènent des choses comme ça très très précieuses. Je voulais donner un exemple de cette question du corps et du timbre qui est vraiment important, parce que je voudrais citer Valéry, bon, parce qu'on est ici et que voilà. Valéry justement avait cet idéal de cette tragédie liée à la musique qu'il avait entendue d'une voix qu'il avait entendue dans son enfance. Il écrit ceci: à un certain âge tendre, j'ai peut-être entendu une voix, un contralto profondément émouvant. Ce chant me dut mettre dans un état dont nul objet ne m'avait donné l'idée. Il a imprimé en moi la tension, l'attitude suprême qu'il demandait, sans donner un objet, une idée, une cause, comme fait la musique. Et après, il dit, voilà, c'est une voix qui touche aux larmes, aux entrailles, qui tient lieu de catastrophe et de découverte, qui va presser sans obstacle les mamelles sacrées de l'émotion, etc. Et cette voix qu'il a entendue dans l'enfance devient, en quelque sorte, la mesure de toute poésie, de toute écriture qu'il pourra faire. Il faudra arriver à ce niveau-là. Et c'est évidemment absolument impossible. Mais c'est une voix tragique, au bout du compte, cette voix de contralto. Ça pourrait être presque une voix de violoncelle. Voilà. Alors, on peut revenir un peu sur une question que vous avez déjà évoquée dès le début. En fait, William Marx, c'est cette question de, vous disiez, la musique comme la littérature sont des arts du temps. Et c'est vrai que quand on s'est parlé il y a quelques jours, vous avez attiré mon attention sur cette question non seulement du rythme, mais même du tempo que l'on retrouve, y compris dans la littérature et notamment, bien sûr, en poésie en particulier. Est-ce que vous pouvez un peu oui, parce que alors, il y a du temps dans toute phrase et qui s'écoule, bien sûr, même dans une phrase de prose. Mais évidemment, le vers lui-même est un art du temps, avec des mots. Il s'agit qu'il s'agisse de vers libres ou de vers réguliers, il s'agit réellement d'inscrire une parole dans le temps et dans un temps qui sera un temps rythmé, hein, avec un rythme particulier. Et en fait, lire de la poésie, elle est faite pour être entendue d'abord et pour être lue soi-même. Enfin, je pense que l'idée du chantre, je veux dire, je ne peux pas lire de la poésie à voix basse, hein, ou même en silence. J'ai besoin de la lire à haute voix. Et il y a tout poème demande à être énoncé, récité, entendu et demande à être inscrit dans ce temps-là. Et parfois, ce temps, on le ressent de manière plus précise, plus détaillée. Certains poèmes ont cette capacité-là. Je voudrais vous donner un exemple d'un poème qui est un poème sur le temps, et qui a cette particularité-là qu'il est en vers classique, en alexandrin, mais certains de ces vers ne sont pas des alexandrins, mais sont des moitiés d'alexandrins, c'est-à-dire des hexasyllabes. Et ma théorie, si je puis dire, c'est des choses dont on avait un peu discuté l'an dernier lorsque nous avions reçu Éric Ruff pour parler et Denis Podalides pour parler de la diction des vers. Ma théorie, c'est qu'en fait, lorsque vous avez ce type de vers, une succession d'alexandrins et puis de vers qui sont des moitiés d'alexandrins, en fait, chaque vers joue le rôle d'une mesure, comme une mesure en musique. Et quand il y a moins de mots à mettre à l'intérieur d'un vers, parce que le vers est plus court, à ce moment-là, il y a un silence qui s'introduit. Il y a un silence, il y a un effet de syncope et d'attente. Et c'est ça que je voudrais vous faire entendre dans ce poème, alors qui est en fait extrêmement connu. C'est un poème en fait sur le temps, c'est le lac de Lamartine. 1820, Lamartine s'adresse au lac qui avait accueilli l'année précédente sa rencontre, ses amours avec une femme, Julie Charles, et il y revient quelques temps plus tard, un an ou quelques années plus tard. Cette femme est morte et il a
il essaie de retrouver le souvenir de ces moments heureux au bord de ce lac. Et il va essayer d'arrêter le temps, justement. Il l'arrête avec cette alternance, vous allez voir, d'alexandrin et d'hexasyllabe. Je vais vous lire quelques strophes et j'essaie de vous faire entendre ceci, qui est très musical à mon sens. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Et je trouve que cette dissymétrie entre alexandrin et hexasyllabe, elle est parfaitement musicale. Oui, je me dis que si on devait transcrire ça en musique, il faudrait chercher un rythme de presque de 5/3, quelque chose d'une cassure, quelque chose presque qui boite. Et qui est on a beaucoup dit, c'est le mouvement de la rame sur la barque. Mais c'est le mouvement du temps qui passe, qu'on entend en fait par là. Ouais. Alors, est-ce qu'on écoute peut-être une autre illustration de ça que vous vouliez nous proposer en musique? Volontiers, oui. Alors c'est plus Lamartine, c'est Baudelaire cette fois, mais alors cette fois-ci, parce qu'il y a de la musique dans les mots, mais on peut mettre de la musique sur les mots. Alors Victor Hugo défendait de déposer de la musique au pied de ses vers, mais d'autres poètes ont été moins scrupuleux à cet égard. Et pour moi, l'un des chefs-d'œuvre de la mélodie française en particulier, et du lied en général, ce sont les mélodies d'Henri Duparc, et en particulier celle qu'il a faite sur Baudelaire et sur l'invitation au voyage. Je vais vous faire écouter le début de l'invitation au voyage par Gérard Souzet. Luxe
Oui, un petit commentaire. Bon, j'en suis encore un peu tremblant d'entendre cette voix. J'ai quelques scrupules à faire résonner ici la voix de Gérard Arsouzet dans cet amphithéâtre, parce que Roland Barthes a eu des mots très très durs sur Gérard Arsouzet dans ses mythologies, je veux dire, sous le titre Un art bourgeois. Il reprochait à Gérard Arsouzet d'avoir une expression beaucoup trop appuyée et de souligner tous les effets. Il parlait d'un enregistrement de forêt. Je crois que en tout cas, pour cet enregistrement-ci, ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'on entend beaucoup la fragilité de la voix de Gérard Arsouzet, ce qui est très, très beau, justement, en particulier dans les aigus. Et puis, on entend très bien, derrière, en fait, ce dont ne parle pas Barthes, malheureusement, c'est le piano de Jacqueline Bonneau, en arrière-plan, une pianiste très remarquable, et qui indique précisément cette marche du temps derrière les sentiments exposés par le poète. Et en particulier au moment, vous avez remarqué, de la strophe qui arrive, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté, il y a cette stase avec des accords plaqués au piano, tout s'arrête. Et précisément ce piano en retrait qui marque le temps, je crois que c'est vraiment cela, hein, c'est ce mouvement du voyage auquel nous sommes invités par le poème de Baudelaire. Et je trouve que cette façon de faire est extrêmement belle et émouvante. Donc il est possible de mettre de la musique sur les mots aussi. On peut entendre les deux, musique oui, bien mots. sûr. Pour rebondir aussi sur cette question du temps, c'est aussi l'art de l'interprète, parce que au-delà de ce qui est composé, l'interprète peut aussi décider de suspendre le temps, de s'y engouffrer, et parfois même de créer des espèces d'espaces de temps, en fait. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Ah, mais ça, c'est une des choses les plus extraordinaires et je trouve difficilement explicable, c'est le rapport au temps. Et je me souviens du moment où j'ai commencé à le ressentir, c'est-à-dire être maître du temps. C'est-à-dire à la fois, il y a deux choses. Il y a une morale avec le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a des personnes qui, par exemple, qui vont l'étirer, qui vont et on sent qu'il y a quelque chose où l'interprète se met au-dessus de la musique. Mais l'art de ce qu'on appelle le rubato, c'est quelque part ce qu'on prend, on le rend. Et donc c'est une liberté à l'intérieur de ça. Et ça, quand on commence à le ressentir, et moi je me souviens dans ma vie, le moment où j'ai senti ça, il y a vraiment quelque chose où on passe à un autre stade d'interprète. Et c'est assez enivrant, parce que c'est long, par exemple, on parlera peut-être de Bach après, mais c'est une sensation que vous tenez quelque chose, un fil que vous tirez, c'est ne pas se laisser prendre par les barres de mesure qui sont verticales, et qui, très souvent, quand vous écoutez jouer des gens, ils peuvent pas, on ne peut pas, parce que c'est un travail, on est tenté de s'arrêter à toutes les bornes des débuts de mesure. Et donc les phrases sont pensées avec ces arrêts tout le temps. Et en fait, quand vous commencez à avoir cette liberté d'oublier ça, et de tirer le fil dans ce sens-là, c'est-à-dire horizontal, et de construire la phrase comme ça devient une architecture qui n'a rien à voir, et dont le discours, là, il arrive les silences dont parlait Proust, il arrive ces choses qui se mettent en marche. Ça peut d'ailleurs être un moteur extrêmement régulier. La personne, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais qui fait ça, pour moi, musicalement, de la manière la plus extraordinaire qui soit, c'est Nina Simone. Elle a un pouls rythmique au-dessus duquel on a l'impression qu'un monde peut naître du fait qu'il y a toujours ce petit moteur qui dit quoi qu'il arrive, le cœur continue, on y va, on tient. Et elle a ça, c'est à couper le souffle. Et je trouve qu'on devrait, dans les conservatoires, quand on est en prise, enfin qu'on apprend ce rapport-là au rythme, on devrait écouter Nina Simone. Mais on continue à dire qu'elle était une pianiste de bar, malheureusement. Vous avez fait un album de... Oui, mais moi, j'ai une passion parce que je pense que son art de faire ça, et donc, bon, voilà, parce que on partait du rubato, mais c'est donc cet art du temps. Et que dans la poésie, je pense que c'est très proche, et j'allais vous demander
Le roman, c'est encore autre chose, non? Est-ce que vous lisez à voix haute? Oui. Autre chose que la poésie, je me demandais. Oui, j'adore lire à voix haute, quoique la prose, tout en fait, hein, pas seulement les vers. J'adore entendre résonner dans toutes les langues, voilà, les choses que je lis. Mais je pensais ce que vous disiez justement sur cette question du roue-bateau, la question d'étirer le temps et à un moment d'arrêter, alors qu'on aurait tendance, l'élève qui apprend la musique aurait tendance à vouloir jouer tout dans le bon tempo et à suivre exactement de manière un petit peu mécanique ce que font les ordinateurs lorsqu'on leur demande de jouer une... On aurait tendance à lui demander ça, surtout. Voilà, une partition, et c'est bien de faire ça au départ, il faut bien connaître. Mais après, la musique, elle arrive au moment justement où on se dépoussière, où on se dépare de tout ça, et on sort de ça. Et la littérature, c'est un peu ça. Pas seulement quand on lit, mais je pense aussi quand on écrit. Alors c'est l'art du silence, mais c'est aussi l'art de l'ellipse. Au bout du compte, l'écrivain, ou ça peut être n'importe quel écrivain, ça peut être un romancier, le conteur, le narrateur, ou l'essayiste, hein, on a un peu tendance à vouloir dire, il faudrait tout dire dans la phrase. Un peu comme il faut remplir toute la mesure et bien des choses dans leur temps. Et à un moment, je crois qu'on comprend que c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Et qu'il est bien de ménager des silences, des ellipses, des sauts qui vont permettre à l'esprit de passer d'une idée à l'autre, non pas dans la plénitude un peu trop remplie d'une mesure, mais en laissant cette liberté à l'esprit de s'échapper. Et je crois que ça me paraît très important, et c'est aussi une manière de jouer avec le temps même de l'esprit par le discours littéraire. Alors, on parlait de Bach. Vous avez enregistré, Sonia Vidar-Atherton, l'ensemble des suites de Jean-Sébastien Bach, mais vous avez pris votre temps pour les enregistrer. Voilà, en tout plusieurs années, de nombreuses années. Vous n'avez pas enregistré tout d'un coup. Est-ce que ça, c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser, finalement, dans quelle mesure certaines œuvres nous accompagnent tout au long de la vie, et que, parce qu'on les a avec nous tout au long de la vie, on va peut-être, au fil du temps, mieux les comprendre ou les comprendre différemment, et que, à un moment, c'est le moment de les enregistrer, mais pas avant et tout d'un coup. Mais tout à fait. Moi, c'est très concret. Je les ai joués, bien sûr, beaucoup en concert. Je les ai travaillés avec mes différents professeurs et à Moscou, évidemment. Mais je me sentais pas prête. Je sentais que j'approchais de ce que je cherchais, mais par moments. C'est-à-dire que ça ne durait jamais tout un mouvement. Après, ça commençait à apparaître dans un mouvement, puis je le perdais dans le mouvement d'après, puis je le retrouvais. Et puis, il y a eu un moment donné, et je crois que c'est drôle, j'ai ce souvenir-là, j'ai fait une tournée en Chine, et c'est quand j'étais là-bas que tout d'un coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais d'arriver à exprimer quoi, c'est certainement lié au temps, au récit, et je pense aussi à une harmonie qui est nécessaire dans Bach, à mon avis, plus que dans n'importe quelle œuvre. C'est une harmonie entre le corps, l'énergie, parce que je pense que Bach a une présence d'énergie qui est inouïe dans sa musique. C'est pas juste son architecture, tout ce qu'on sait, dit de Bach, mais il y a une énergie physique et le rapport à la danse, le rapport à... Et cette chose incroyable qui fait partie des choses que j'ai trouvées plus tard et qui m'ont donné vraiment un élan vers ce moment-là, c'est de comprendre à quel point dans le début de la danse, toute la danse est contenue. Et ça, c'est une chose à laquelle je reviens très souvent, c'est combien dans quelque chose, c'est presque un atome, quelque chose où tout ce qui va se passer, s'il n'y a pas cette énergie rythmique au début, la danse n'aura pas lieu. Quel autre compositeur, enfin bien sûr il y en a d'autres, mais dans Bach c'est tout le temps là, c'est le début, le ta-ta annonce tout. Et pour trouver ça,
Enfin, moi, en tout cas, c'était long. Mais après, ouais, c'est des stades de travail. J'essaye d'être très vraie dans ma manière de dire les choses, mais c'est difficile. Et voilà, c'est par strates que je trouvais des choses. La sarabande, le mélange entre la danse, mais lente. C'est difficile, une danse lente. Parce que quand on saute, on retombe. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une danse, mais qu'est-ce qui ferait le corps là? Alors, c'était presque des questions que je me posais sur l'espace. Puis c'est comme ça que les sarabandes sont arrivées. Et puis je suis arrivée à ces différences extraordinaires des bourrées 1 et bourrée 2, où la deuxième, je sentais qu'elle était comme l'ombre de la première, comme si elle était dans le creux de la première bourrée. Donc j'ai été plus loin et plus loin encore. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette première bourrée, puis la deuxième, puis la première qui revient? Est-ce qu'elle est toujours comme un souvenir? Est-ce que forcément elle a déjà eu lieu? Et je vais juste vous dire une image tellement belle, qui n'était pas sur Bach du tout, mais j'avais été jouer une sonate de Beethoven à Norbert Breinin, que j'adorais, qui était le premier violon du quatuor Amadeus. Et je lui joue cette sonate de Beethoven, et il y avait une sorte d'arpège qui tournait sur lui-même en mineur, et tout d'un coup, ça passe en majeur. Donc, je lui joue ça, et après il me regarde, et il me dit « Oui, tu as bien entendu le majeur, j'ai entendu ta couleur, c'était ça. Mais tu as oublié, ou il faudrait, je ne sais plus s'il m'a dit tu as oublié, ou il faudrait que tu trouves autre chose. C'est quand le majeur arrive, c'est trop tard. » Et ça, c'est tellement beau, et c'est tellement... Voilà, mais comment vous allez mettre ça dans la couleur de votre jeu? Comment, quand ça arrive, c'est trop tard? Et c'est je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais j'avais envie de vous le... Mais ça méritait d'être dit, oui, quoi qu'il en soit. Oui, voilà. Mais pour revenir peut-être sur Bach, parce que je sais que ça vous intéresse aussi beaucoup, William Marx, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce grand ensemble. Finalement, voilà, quand vous les jouez, vous allez décider de jouer l'une avec l'autre. Il y a voilà, et cette question de ce que vous disiez de tout est dans le début, toute la danse est déjà dans le début, cette question du tout et des parties, je crois que c'était aussi quelque chose qui vous intéressait, William, aussi sur justement comment on peut naviguer au milieu de ça, comment on peut composer les choses différemment peut-être, et qu'est-ce que ça donne? Oui, là on sort du micro-détail d'un vers ou d'une phrase pour arriver à l'art de la composition. Et je dois dire que Bach m'a aidé à comprendre le théâtre no japonais, bizarrement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dès que j'ai commencé à lire et à voir des pièces de no. En principe, dans le théâtre no traditionnel, qui date du XIVe, XVe siècle, hein, qui a une tradition ininterrompue jusqu'à nos jours, on représente une journée complète de no. Et une journée complète de no, c'est une journée avec 5 pièces de no. Chaque pièce dure assez longtemps, mais chaque pièce a un rythme différent. On commence par une pièce d'ouverture, qui est une pièce votive, qui est assez lente et solennelle. Et puis après, il y a une pièce très animée, dynamique, qui est une pièce de guerrier. Ensuite, il y a une pièce dite féminine ou de femme, qui elle est très lente, très sentimentale, pleine d'émotions. On arrive à une pièce dite du monde réel, qui est voilà, bon, difficile à préciser. Et on finit toujours par une pièce dite démoniaque, qui, elle, est pleine d'énergie et qui permet de faire sortir les spectateurs avec cette énergie qui était dans la pièce, avec des danses très fortes, de la musique, voilà, etc. Et souvent, les spécialistes de japonais, ils exposent ça, et c'est ainsi qu'en parle Zeami, le grand auteur de No, et on ne comprend pas très bien. Mais avec l'expérience musicale que j'avais, j'ai dit, mais c'est une suite, en fait. C'est une suite, c'est une sonate, c'est une symphonie, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une composition de tempi différents qui doivent jouer sur les énergies des spectateurs. Et c'est bien ce que dit Zeami, de la même manière qu'une symphonie va terminer par voilà, il y a un mouvement d'ouverture, il y a des mouvements lents, il y a un scherzo très dynamique, c'est la pièce de guerrier, et puis on va finir sur un final qui va provoquer les applaudissements. Et les suites de Bach sont aussi ça, ou les sonates. Et je crois que ce modèle de composition musicale, qui vaut pour le no japonais, il vaut aussi en fait pour quantité d'autres textes, des romans, des essais, etc. En fait, mais ce modèle de la suite de la sonate, il est fondamental pour comprendre énormément de choses en littérature.
Et en même temps, on peut composer dans la composition, ou autour de la composition, Sonia, non? Dans la manière d'organiser les... Oui. Oui, alors, on parle là, par exemple, de l'ordre des suites, c'est ça? Non. Par exemple, de l'ordre des suites ou de l'ordre des mouvements, ou d'aller chercher autre chose et de le mettre dedans. Ah, mais moi, j'adore ça parce que tout ça, c'est l'idée du montage. Et dans le montage, dans la cohabitation aussi, si tel morceau arrive avant celui-là, il ne voudra pas du tout dire la même chose. Mais c'est vrai aussi dans les nuances. En fait, c'est relatif. Les choses existent parce qu'elles sont liées à... Rostropovitch, il disait, je me souviens d'un cours où il disait à quelqu'un qui disait « Mais pourtant, c'est écrit fort ». Il a dit « Oui, mais enfin, c'est relatif. Fort, ça veut dire quoi? Un cheveu dans la soupe, c'est peu, mais non, un cheveu dans la soupe, c'est beaucoup, mais sur la tête, c'est très peu. » Et en fait, c'est tellement vrai. Et c'est aussi notre travail d'interprète. Et là, c'est vrai que cette partie-là, donc moi, tout ce qui est montage et donc... rencontre de choses qui vont encore révéler des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, ça me passionne. Et que du coup, parce que je sens que c'est ça dans mon choix de mélanger les suites de Bach et pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parce que c'est très intéressant de voir tout le cheminement de la première à la sixième, mais je pense, en concert en tout cas, vraiment beau de commencer par exemple par la cinquième qui a cette puissance dramatique, et puis la quatrième, parce que j'ai beaucoup d'images, la quatrième qui est beaucoup plus presque comme de la pierre, elle a quelque chose d'aride et de très physique, même le jeu, et on a tout le temps la main ouverte comme ça parce que c'est une tonalité en bémol, et puis ensuite, une fois qu'on a traversé tout ça, la première suite qui est comme une caresse, quoi, de tendresse, ou même le geste de suivre l'arrondi du chevalet dans ce prélude que tout le monde connaît, donc j'aime bien jouer avec les différences qui sont immenses entre les 6 suites, des différences presque minérales. Il y a la lumière, il y a la pierre, il y a le poème, la deuxième, voilà, donc je joue avec ça. Alors là, on va écouter, c'est vous qui avez choisi l'extrait qu'on va écouter. William Marc, si vous voulez dire ce que vous avez choisi. C'est le prélude de la... C'est le prélude de la 5e suite que je pense que vous allez être aussi troublé que moi, je pense, en l'écoutant.
on est un peu chaviré par toutes ces harmoniques qui vous saisissent. On a l'impression d'être à la place de la violoncelliste, d'être pris, d'avoir le violoncelle au milieu de notre corps, en fait, hein, et de sentir ces vibrations extrêmement fortes. Et puis, il y a cette capacité que je trouve extraordinaire de tenir, dans ce prélude qui est à peine mesuré, de tenir un discours, un chant qui va comme s'improviser tout seul et qui met comme vous avez dit, qui pose les bases de tout ce qu'il y aura par la suite. C'est extraordinaire. Alors là, on a passé cet extrait, c'était avec la vidéo que vous avez faite avec, voilà, vous l'aviez derrière vous, mais je vous dis du coup que c'est aussi ça qu'on a, nous, vu depuis la salle. Et peut-être pour déjà bientôt terminer, mais Sonia Wider-Atherton, le fait est, là, voilà, c'est une suite de Bach qu'on peut évidemment écouter, et puis on peut voir ces images que vous avez pensées avec. Il y a souvent dans les créations scéniques, en tout cas, que vous faites, une dimension visuelle, ne serait-ce que le travail de la lumière est toujours, voilà, n'est pas juste le fruit du hasard. Je l'ai dit plus tôt, vous avez travaillé avec Charlotte Rampling ou avec André Markovitch sur des textes d'auteurs, d'autrices surtout d'ailleurs, qui étaient dits par eux. Et puis il y a peut-être quand même une création qu'il faut au moins citer, peut-être rapidement, mais où quand même vous êtes partie des mots et des vôtres. Cette fois-ci, c'était Carnet de là-bas. Et d'ailleurs, c'est la manière dont vous l'avez présenté au moment de la création, de dire que ça partait des mots et que pour une fois, ces mots, c'était les vôtres. Alors, on peut dire peut-être très rapidement que ça part de vos années à Moscou. C'est donc le spectacle que vous avez fait avec Clément Cogitor. Est-ce que vous pouvez, maintenant qu'on a dit tout ce qu'on a dit, enfin ce que vous avez dit depuis le début, nous dire pourquoi là, ça partait de vos mots? Souvent, les choses se passent par rencontre, font naître les choses, et c'est ma rencontre avec Clément Cogitor qui a vraiment fait naître ce projet. J'avais commencé à écrire, et je crois que c'était un besoin de raconter qu'est-ce que c'était que ces années, qu'est-ce que c'était que cette transmission, qui était Natalia Tchaïkovskaya, avec la professeure à Moscou, qui était une femme extraordinaire. Et c'est parti des mots, mais il y avait les images de Clément Cogitor qui a raconté l'histoire avec des images des archives familiales de ces années-là. Et il y a eu quelque chose comme il y a eu une rencontre entre des images, une histoire racontée sur plein de niveaux. Les images, mes mots, le violoncelle, et le violoncelle qui devenait aussi presque un instrument parce qu'il accompagne parfois les images dans des sons où on reconnaît à peine le violoncelle, il y a des bruissements, du bois, des choses. Et j'ai abordé ça vraiment comme je suis à une petite table et je lis. En fait, c'est peut-être aussi lié parce que j'ai commencé à écrire ça au moment du Covid et je racontais. Et c'est une suite de ça. C'est une suite de dire, mais en fait, j'ai envie de vous raconter qu'est-ce que c'était de vivre là-bas, dans ces années-là, de ne pas arriver à téléphoner à la maison parce qu'il y avait 3 heures de queue et l'extraordinaire force des cours et la sensation de la chape et de voir des destins d'un courage extraordinaire, mais que j'ai appris à connaître comme ça. Enfin, c'est une longue histoire, mais c'est une réunion de plein de choses. Une rencontre, une envie de raconter, et c'est comme ça que c'est né. Alors pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, il y aura peut-être bientôt de nouvelles occasions, mais plus proches de nous. Et peut-être vraiment quelques mots pour terminer, mais comme quand même c'est bientôt, je l'ai cité au tout début, donc Or, entre parenthèses, lumière, autour des leçons de ténèbres de François Couperin. Donc ce sera à la Philharmonie les 31 mars et 1er avril. Il y a des dates ailleurs en France également, et c'est également un album qui sortira à la fin de ce mois de février. Est-ce que là, vous pouvez nous dire alors ce que vous avez voulu nous raconter ?
Alors, ça aussi, c'est venu en plein de strates différentes, comme toujours avec moi. C'est long, les choses se rencontrent et puis se construisent, mais c'est l'histoire d'une prophétie, c'est les lamentations du prophète Jérémie à travers les leçons de ténèbres de Couperin que j'ai transcrites pour violoncelle et un instrument très particulier qui est un synthétiseur qui s'appelle MS-20 et qui sonne comme un orgue qui sort des brumes, qui amène une dimension, je crois, de récit dramatique, justement une mise en situation, qui est ce que j'ai cherché pendant longtemps. Et on sort de ces prophéties et on est dans notre temps, et ça, je donne à Vivaldi ce rôle-là, et c'est comme de retrouver, malgré le chaos qui nous entoure et tout qui est en voie de destruction, il y a une voix qui tient quand même le chant et qui dit tant qu'il y en a une qui tient, c'est que d'autres vont tenir, et ça tient, et ça traverse, et ça traverse, et ça traverse. En gros, c'est ça, c'est une sorte de désir de retrouver ce chant et de dire qu'il doit traverser, même si tout ce qui l'entoure n'est plus ce que c'était. Je pense qu'on peut prendre 1 minute de retard juste pour regarder un avant-goût. À bientôt, donc, à la Philharmonie et en disque. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux, merci à vous pour votre présence. Merci aussi aux équipes de régie et de la technique du Collège de France autour de Francisco Valderrama. Et rendez-vous, si vous le voulez bien, bientôt, le 3 mars, pour la prochaine rencontre de ce cycle, Figurer la musique avec Patrick Boucheron et Gaël Chouane. Merci beaucoup. Bonne soirée.